La vitesse à laquelle la technologie de l'aviation a progressé pendant la Seconde Guerre mondiale était vertigineuse. Stimulés par le besoin de gagner la guerre dans les airs, les deux côtés ont repoussé les limites de ce qui était possible, espérant leur donner cette arme décisive qui ferait pencher la balance fermement en leur faveur. L'Allemagne en particulier est bien connue pour ses nombreux designs extravagants qu'Hitler espérait donnerait à la Luftwaffe un avantage qualitatif suffisant pour égaler l'avantage quantitatif que possédèrent les Alliés. Mais il ne faut pas oublier que les Alliés étaient tout aussi créatifs dans leur approche du développement de nouveaux avions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner une poignée de prototypes d'avions alliés particuliers qui ont défié la tendance de la conception d'avions de guerre au début des années 1940. Et même si nous ne les mentionnons pas dans le même souffle que le Spitfire, le Mustang ou le Hurricane, ils se sont néanmoins taillés une niche dans les annales de l'histoire de l'aviation militaire. Bienvenue dans les guerres du monde. Lors de l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le Vickers Wellington était sans doute le bombardier le plus capable de la force aérienne royale jusqu'à l'introduction des nouveaux types à 4 moteurs comme le Handley Page Halifax et le légendaire Avro Lancaster. Incorporant le célèbre design de structure aéronautique géodésique de l'ingénieur Sir Barnes Wallace, qui fonctionne en créant une structure spatiale formée d'un tissage en panier croisé en spirale de membres porteurs de charge, le Wellington était un avion remarquablement robuste et adaptable à un certain nombre de rôles. À cette fin, en 1939, alors que le risque posé par des chasseurs allemands avancés comme le Messerschmitt Bf-109 devenait apparent, le ministère britannique de l'Air a commencé à explorer la possibilité de développer une version du Wellington à très haute altitude qui pourrait voler au-dessus des chasseurs allemands et des canons anti-aériens défensifs. Surnommé « Exigence opérationnelle » OR 94. Le ministère de l'Air a spécifié un avion capable de croiser à 35 000 pieds, soit environ 2200 pieds au-dessus du plafond de surface du modèle Dorothée du Bf-109, qui était le principal chasseur allemand de l'époque. Il devait également avoir une portée de 2200 miles et comporter une cabine pressurisée pour la sécurité et le confort de l'équipage, opérant à ces altitudes incroyables. Pour répondre à ces exigences, l'équipe de Vickers a produit le Wellington Mark V qui avait une envergure de 12 pieds et était propulsé par 2 moteurs aéronautiques radio Bristol Hercule III de 14 cylindres et 1400 chevaux. Mais le changement de conception le plus évident était centré sur le nez. Afin d'accueillir la cabine pressurisée, le canon de nez a été supprimé et toute la section avant a été redessinée en une forme presque semblable à celle d'une baleine. L'avion était piloté par 4 personnes, le pilote regardant maintenant à travers le dôme de transport situé sur le dessus du fuselage, tandis que le navigateur était assis dans la section avant en forme de balle, avec de petits hublots par lesquels il pouvait regarder dehors. Le reste de l'équipage était composé d'un opérateur sans fil et d'un artilleur qui contrôlait la tourelle arrière à distance depuis le cockpit pressurisé en utilisant un périscope pour viser. Ayant effectué son premier volume fin, 1940 les moteurs radio. Hercule se sont rapidement révélés inadaptés pour fonctionner à de telles altitudes et seulement 3 avions ont été construits. Vickers a donc décidé d'adopter le moteur Rolls-Royce Merlin 60 de 1600 chevaux qui était prévu pour alimenter le nouveau bombardier Avro Lancaster et le Supermarine Spitfire Mark IX. C'était un moteur beaucoup plus satisfaisant et Vickers prévoyait de lancer une première commande de production du Mark VI fin 1941, mais à ce moment-là, le ministère de l'Air avait des doutes sur le projet. L'attaque aérienne par bombardement en haute altitude était très imprécise. Même les bombardiers conventionnels volant à la moitié de l'altitude du Wellington Mark VI avaient du mal à atteindre ce qu'ils visaient. De plus, le volume en haute altitude a produit une multitude de problèmes concernant les nombreux fluides utilisés pour faire fonctionner les Merlins qui menaçaient très souvent de caler les moteurs. Vickers finirait par construire 63 Mark VI alimentés par Merlin, mais il ne verrait jamais le combat. Des plans d'utilisation de ces appareils pour la reconnaissance et Pathfinder ont été proposés, mais l'apparition du Moustique haute performance a écarté ces projets. L'avion aurait une courte période d'essai et fonctionnerait même comme formateur pour l'équipement de bombardement radio G avancé
avant qu'ils ne soient tous mis au rebut en 1943. Dans les années 1930, grâce à des avancées telles qu'une meilleure armure et des réservoirs de carburant auto-obturants, les bombardiers sont devenus plus rapides, mieux armés et plus résistants, capables d'absorber beaucoup de punitions. Ainsi, les forces aériennes mondiales ont commencé à réclamer des chasseurs plus rapides et plus efficaces. Et cela a conduit à l'un des chasseurs opérationnels les plus uniques de la Seconde Guerre mondiale, le Bell P-39 Airacobra. Au premier coup d'œil, le P-39 ressemble à beaucoup d'autres chasseurs de l'époque. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte d'une différence clé. C'est la position du moteur. Au lieu d'être dans le nez, le moteur du P-39 est monté dans le fuselage derrière le pilote. Une décision prise par le chef ingénieur du P-39 H.M. Poirier pour libérer de l'espace dans le nez pour un puissant canon de 37 mm T9. Un avantage supplémentaire de cette configuration était qu'elle permettait un design beaucoup plus aérodynamique avec une section de nez plus étroite, réduisant la traînée. Une autre caractéristique unique du P-39 était son train d'atterrissage tricycle qui deviendrait finalement la norme à l'ère des jets. Malgré ses promesses, le P-39 a eu une carrière plutôt décevante au sein de l'armée de l'air des États-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, la force aérienne royale britannique le détestait et était heureuse de les remplacer par des Hawker Hurricanes et des Supermarine Spitfires. Le problème était que, bien qu'il ait de bonnes performances à basse et moyenne altitude, son moteur Allison V12 manquait simplement de puissance à haute altitude pour les combats aériens en Europe de l'Ouest. Cependant, à l'Est, ce n'était pas si problématique car la majorité des combats se déroulaient à des altitudes basses, du fait de l'usage intensif par l'Union soviétique de bombardiers tactiques pour appuyer l'armée. Dans cette arène, le P-39 était adoré par les pilotes soviétiques pour sa robustesse et sa puissance de feu, et était tellement apprécié par l'armée de l'air soviétique qu'il a été pratiquement adopté comme un avion soviétique malgré son héritage américain. Les pilotes soviétiques les aimaient tellement que beaucoup ont refusé de les abandonner, et ils étaient encore pilotés jusqu'en 1949. L'Union soviétique a également adopté une version améliorée surnommée le P-63 King Cobra, qui améliorait les performances du P-39 à presque tous les égards. Cependant, le P-39 n'était en aucun cas le seul chasseur à moteur central de l'époque, bien qu'il ait certainement été le plus réussi. Une tentative de produire une variante capable de porte-avions pour la marine américaine a abouti à l'unique Bell XFL Air Bonita, qui diffère de son prédécesseur terrestre, principalement en ce qu'il se passait du train d'atterrissage tricycle, adoptant plutôt une roue de queue plus conventionnelle et un crochet de queue pour attraper les câbles d'arrêt lors de l'atterrissage sur le pont. D'autres exigences demandées par la marine comprenaient des ailes plus grandes pour réduire la vitesse d'atterrissage à bord d'un porte-avions et des ailes équipées de dispositifs de flottaison et de 10 petites baies pour transporter des bombes destinées à être larguées sur de grandes formations de bombardiers ennemis. Au final, l'Air Bonita a été surpassé par les Grumman F, 4F Wildcat plus conventionnels qui ont rendu un service éclatant lors des premières années de la Seconde Guerre mondiale. Bell a également travaillé sur une nouvelle variante du P-39 surnommée le P-76, qui était censé enfin pallier les mauvaises performances du moteur en haute altitude. Mais malgré un grand potentiel, les exigences de guerre ont vu un plan pour 3000 mis de côté afin que Bell puisse construire des B-29 Superfortress sous licence de Boeing, ceux-ci étant considérés comme ayant une priorité beaucoup plus élevée pour l'effort de guerre. Mais Bell n'était pas la seule entreprise américaine à travailler sur un design de chasseur à moteur central. En 1942, la division Fisher Body de compagnie de voitures General Motors a élaboré une proposition pour un avion qui aurait un taux de montée très élevé pour répondre aux besoins de la force aérienne de l'armée des États-Unis qui voulait un chasseur qui pourrait atteindre rapidement son altitude de combat pour intercepter les bombardiers ennemis avec un minimum d'avertissement. De plus, Fisher voulait utiliser autant que possible les outils déjà disponibles dans l'industrie aéronautique américaine pour accélérer la construction et la maintenance. Leur avion résultant, désigné P-75 et nommé Aigle, était une sorte de chasseur Frankenstein, utilisant les panneaux d'aile extérieurs du North American P-50 et un Mustang, l'assemblage de queue du bombardier en piqué Douglas SBD, et le train d'atterrissage du Corsair F-4U de la marine. Alors que les travaux sur les prototypes initiaux se poursuivaient au début de 1943, le besoin pour le rôle prévu de l'avion diminuait, alors que les Alliés commencèrent des opérations plus offensives. Cela exigeait des escortes de chasseurs pour les bombardiers visant des cibles de l'Axe en Europe et Pacifique.
Par conséquent, le P-75 a été retravaillé en tant que chasseur d'escorte à longue portée, et à condition qu'il réponde aux exigences de forces aériennes de l'armée des États-Unis, Fisher a promis une commande de 2500 P-75A, effectuant son premier volume, le 17 novembre 1943. Le programme de test du Paris 75 a été marqué par des problèmes, principalement centrés autour du puissant moteur de l'avion, nécessitant des redessins qui ont pris du temps à compléter. Avec des performances pas meilleures, ou dans certains CA pires que les Mustangs éprouvés, il a été décidé de mettre fin à la commande avant que les essais d'acceptation ne puissent être terminés. Et les avions ont passé leurs derniers jours à effectuer des travaux de test pour améliorer leur moteur Allison pour une utilisation dans d'autres avions. Une mention honorifique dans cette catégorie, puisque l'Italie a rejoint le camp des Alliés en 1943, était le Piaggio P-119, développé en utilisant à la fois des composants italiens et allemands. Comparé au P-39, le P-119 était plus rapide, atteignant une vitesse maximale de 400 miles par heure, tandis que l'armement devait comprendre un seul canon de 20 mm et 4 mitrailleuses de 12,7 mm. Le projet était à un stade avancé lorsque l'Italie a signé un armistice avec les Alliés et le projet a été annulé. Le Manx. Ressemblant plus à quelque chose que vous vous attendriez à trouver dans l'univers d'un Flash Gordon ou d'Anne Dare, le Manx est issu de recherches menées au sein de la société britannique Handley Page sur un bombardier défenseur sans queue, essentiellement un chasseur d'escorte à longue portée. Afin de prouver au ministère britannique de l'air la solidité du concept, Handley Page s'est engagé à construire un avion de développement à échelle réduite pour des tests et des démonstrations. Ce qui a conduit au Manx, un nom dérivé d'un type de chat trouvé sur l'île de Man, qui a peu ou pas de queue. Comme le félin mentionné, le Manx ne possédait pas d'unité de queue traditionnelle, à l'exception d'une petite dérive verticale centralisée. Les ailes principales étaient construites en deux sections principales, la section intérieure plus épaisse étant utilisée pour monter deux moteurs de Havilland Gipsy Major 2, entraînant deux hélices à deux pales, disposées dans une configuration propulsive, un autre choix de conception unique pour les chasseurs de l'époque. La section intérieure avait des lignes d'attaque et de fuite droite, tandis que les lignes de la section extérieure étaient inclinées vers l'arrière pour améliorer les performances à haute vitesse, et chacune comportait un stabilisateur vertical et un gouvernail fixé à leurs extrémités. Le pilote et l'observateur étaient assis en tandem dans un fuselage en forme de goutte d'eau et bénéficiaient d'une excellente vue, grâce à la forte vitrification autour d'eux. Cela leur a permis de surveiller visuellement autant que possible leur avion unique pendant le volume. En raison des difficultés perçues pour sortir de l'avion en SAS d'urgence, l'arrière du fuselage en forme de cône pouvait être largué, permettant à l'observateur de s'échapper rapidement si le besoin se faisait sentir. Une autre particularité du Manx était que, tandis que le train d'atterrissage principal se rétractait, la roue de nez restait fixe pendant le volume. Construit principalement en bois, le seul et unique prototype a été achevé en 1940 et a commencé les essais de roulage, mais, très rapidement, on a constaté que les ailes souffraient de détérioration, nécessitant un renforcement supplémentaire avant qu'un volume d'essai puisse être effectué. Par conséquent, et avec les pressions de la guerre sur Handley Page perturbant le programme, le travail sur le Manx s'avérerait lent, avec des travaux de redessin supplémentaires nécessaires pour aider à atténuer bon nombre des problèmes qui apparaissaient, principalement concernant le poids de l'avion. Le 12 septembre 1942, l'avion effectuait un autre essai de roulage, lorsqu'il a brièvement décollé, atteignant une hauteur de 12 pieds, avant de revenir sur Terre. Mais même ce court premier volume non officiel a entraîné des dommages à la roue avant. Ce ne serait pas avant le 11 juin 1943 que l'avion prendrait finalement son envol pour la première fois avec le pilote d'essai en chef de Handley Page, Jacques Richard Talbot, aux commandes. Malheureusement, le volume d'essai prévu a été écourté lorsque la verrière s'est détachée, forçant Talbot à retourner à l'aérodrome. Au cours des mois suivants, le Manx effectuerait 30 vols d'essai relativement courts, accumulant 17 heures jusqu'au 3 décembre 1945, lorsque Talbot et un autre pilote d'essai impliqué dans le programme, Edgar Wright, ont tous deux été tués lors d'un volume d'essai d'un avion de ligne Handley Page Ames. Cela a eu un effet néfaste sur le projet Manx, et un seul autre volume a été entrepris en avril 1946 avant qu'il ne soit mis en stockage. Handley Page a continué à essayer de tirer quelque chose du projet, proposant des chasseurs à réaction sans queue, des bombardiers et des transports, mais finalement, ils n'ont abouti à rien, et malheureusement, le seul prototype a été mis au rebut en 1952.
Après une décennie de stagnation relative, où les avions militaires n'étaient que légèrement améliorés par rapport à leurs prédécesseurs de la Première Guerre mondiale, la fin des années 1930 a vu une révolution dans la conception, stimulée par la nécessité de se réarmer avec des avions supérieurs à ceux des adversaires potentiels. C'est dans cet esprit que le 27 novembre 1939, le corps aérien de l'armée des États-Unis a émis la proposition R-40C à la multitude de fabricants d'avions américains. La proposition décrivait une exigence pour un nouvel avion de chasse avancé qui, en plus d'avoir des performances élevées et une puissance de feu lourde, offrirait également une visibilité inégalée par rapport aux conceptions de chasseurs contemporains, quelque chose d'extrêmement précieux dans un combat aérien. Surnommée Proposition 40 l'USAAC, qui serait rebaptisée Armée de l'air des États-Unis le 20 juin 1941, a spécifié qu'elle était prête à accepter des conceptions non orthodoxes pour atteindre ces objectifs. Parmi les entreprises NASA qui ont participé, 3 verront leur conception atteindre le stade du prototype, et toutes ont utilisé une configuration de type poussoir, c'est-à-dire en plaçant l'hélice à l'arrière de l'avion afin de donner au pilote le meilleur champ de vision possible vers l'avant. Le premier à voler fut le XP-54 de la société Vultee, connu sous le nom de Swoosh Goose, qui a pris son envol pour la première fois le 15 janvier 1943, incorporant une configuration à double dérive de la même manière que le célèbre Lockheed P-38 Lightning. L'avion devait être propulsé par le moteur avancé Pratt & Whitney X1000, 800, mais après l'annulation de son développement, un Lycoming XH2 1470 a été installé à sa place, qui délivrait 2300 chevaux. Pour les vols en haute altitude, le cockpit était pressurisé et le pilote entrait dans l'avion par le dessous du fuselage en s'asseyant sur son siège de pilote, qui était ensuite élevé électriquement à sa place à l'intérieur de l'appareil. L'armement comprendrait 2 puissants canons de 37 mm et 2 mitrailleuses standards de calibre 50. De manière unique, les 2 mitrailleuses étaient situées dans des montures mobiles qui pouvaient être dirigées vers une cible, donnant au XP-54 un véritable avantage dans un combat aérien. Malheureusement, cependant, les performances de l'avion étaient au mieux médiocres, ne dépassant jamais 613 km/h, alors que les chasseurs opérationnels dépassaient déjà 644 et ne cherchaient qu'à augmenter. Avec retard après retard, les forces aériennes de l'armée des États-Unis a clairement indiqué qu'elles n'étaient pas intéressées par le design, et l'avion a été relégué au test avant d'être immobilisé en raison d'un manque de pièces de rechange. Le prochain à voler était l'XP-55 Ascender de Curtiss Wright, qui utilisait des ailes en flèche, et comme le XP-54 devait à l'origine être propulsé par le moteur X1000 800, on lui a donné un levier d'éjection d'hélice dans le cockpit pour l'empêcher d'être tué par les pales en rotation lorsqu'il quittait l'avion. L'armement se composait de 2 canons de 20 mm et de 2 fusils de calibre 20. Le premier prototype aurait une courte vie, s'écrasant seulement 4 mois après son premier volume, le 13 janvier 1943, le pilote d'essai Harvey Gree réussissant à s'éjecter avec succès avant que l'avion ne s'écrase au sol. Un deuxième prototype légèrement modifié a volé pour la première fois le 9 janvier 1944, suivi d'un troisième prototype qui incorporait encore plus de modifications de conception suite à l'accident du premier. Bien que les performances soient légèrement meilleures que celles du XP-54, le XP-55 restait en retrait par rapport aux chasseurs conventionnels, ce déficit de performance n'étant qu'exacerbé par l'introduction de nouveaux chasseurs à réaction et donc aucune commande n'a été passée. Le 27 mai 1945, le troisième prototype s'est écrasé lors d'un tonneau à basse altitude lors d'un spectacle aérien à Wright Field, Ohio, tuant le pilote William C. Glasgow et 4 personnes au sol. Enfin, il y avait le plus radical du trio, le XP-56 presque furtif de Northrop, connu sous le nom de Black Bullet. Conçu pour avoir un fuselage aussi minimal que possible pour réduire la traînée, l'avion ressemblait à une dérive horizontale de taille réelle et ne comportait qu'un petit stabilisateur vertical sous le fuselage. Cette fois, l'armement se composait de 2 canons de 20 mm et de 4 mitrailleuses de calibre 50, effectuant son premier volume. Le 30 septembre 1943, le XP-56 s'est avéré supérieur à ses 2 concurrents, faisant particulièrement paraître le XP-54 comme un paresseux, grâce à la vitesse maximale de 56 de 465 miles par heure. Toutefois, le XP-56 a rencontré des problèmes de stabilité, obligeant Northrop à intégrer un stabilisateur vertical rapidement. Néanmoins, moins d'1 mois après ses premiers vols, il a été perdu suite à l'éclatement d'un pneu pendant une course de taxi rapide. Mais heureusement,
Le pilote d'essai John Myers n'a eu que des blessures légères. Un deuxième prototype a pris l'air le 23 mars 1944, mais les problèmes de stabilité ont persisté et après seulement 10 vols, le programme a été jugé trop dangereux pour continuer et a été annulé. Bien qu'aucun avion opérationnel n'ait émergé de la proposition R-40C, cela a montré que les États-Unis étaient prêts à repousser les limites de la technologie aéronautique afin d'atteindre la supériorité dans les airs. Les recherches menées lors du développement de ces 3 avions porteront leurs fruits dans les types ultérieurs, en particulier avec les nouveaux avions à réaction plus radicaux de la fin des années 1940 et 50. Et voilà l'histoire des étranges prototypes d'avions alliés de la Seconde Guerre mondiale. Laissez un commentaire avec vos pensées et réactions. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.